Merci à tous d'être là ce matin pluvieux. Merci de votre présence. Il nous fait grand plaisir de vous accueillir en cette matinée du 1er mai à ce colloque d'une journée ayant pour titre Amoureuse figure, la figuration amoureuse ou l'en amour comme figure. Un petit mot d'abord sur les circonstances de l'événement avant d'en venir au titre lui-même et à son organisateur et son organisatrice, moi-même Gabriel, et Aurélie ici présente à mes côtés. Ce colloque est orchestré par l'intermédiaire de la revue Postscriptum, qui vient tout juste d'être relancée comme un organe de réflexion et de publication avec l'aide précieuse du département de littérature comparée de l'Université de Montréal. Postscriptum.org est avant tout une initiative étudiante et vise à favoriser les échanges intellectuels entre les étudiants et étudiantes, bien que la présence de chercheurs et chercheuses de tout azimut soit aussi la bienvenue et valorisée. La tenue de ce colloque annuel représente bien l'orientation que veut prendre notre revue. La majorité des conférenciers et des conférencières qui présenteront ici aujourd'hui sont des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur, pour la plupart à la maîtrise d'ailleurs. Nous avons par ailleurs la chance et le plaisir d'accueillir parmi nous deux conférencières d'honneur, Martine Delvaux, qui n'est pas encore présente, qui sera là cet après-midi, et Maïté Snohart, ici présente, qui est professeure à l'Université Edmonton. On vous présentera ces deux personnes durant la journée quand elles nous présenteront. La première, Martine Delvaux, fera un entretien avec Eftia Mielekis de l'Université de Montréal autour de la question de l'amour de l'enseignement, tandis que la seconde terminera notre journée de colloque en abordant le temps de l'amour. Le temps avec un grand T, je ne sais pas encore ce que c'est ça. Il semble que ce thème de l'amour arrive au bon moment avec l'enthousiasme de la relance de la revue. Il nous paraissait intéressant de reprendre nos activités sous le signe de l'amour. Or, comme le disait notre appel à contribution, quiconque veut aborder ce thème constate la vastitude, pour ne pas dire l'infini de l'amour comme objet d'étude et sa complexité évidente. En fait, pour nous, du moins pour moi et Aurélie, il est vite devenu nécessaire de préciser notre position, de littéralement prendre position au sein de ce vaste domaine. Ainsi, pour nous encore, dire que l'amour est entendu comme thème de réflexion de ce colloque pouvait être trompeur au premier abord. En effet, nous ne voulions pas parler de l'amour comme d'un objet inerte soumis froidement à l'étude objective. On ne fait pas ça en littérature comparée, mais c'est davantage une approche personnelle du discours amoureux comme puissance figurative inhérente au langage vivant et littéraire, qui devint primordial d'articuler et de proposer à la réflexion, même si l'articulation du problème demeurait une épreuve de taille. Mais nos dialogues indiquaient toujours cette direction. D'ailleurs, l'histoire de l'origine de l'idée de ce colloque est à la fois parlante et drôle à ce sujet. Elle permettra de mieux comprendre l'enjeu de notre rencontre, du moins comment nous l'avons nous-mêmes envisagé au départ. Je vais brièvement raconter ce pourquoi nous avons décidé de nommer le colloque ainsi, dont l'idée a pris racine dans nos esprits il y a environ 1 an et s'est développée après diverses rencontres et dialogues. De mon côté, à cette époque pas si lointaine, qui est encore présente, je travaillais à l'élaboration de la problématique de maîtrise et mes recherches et mes intérêts me ramenaient toujours vers ce petit texte de Samuel Beckett intitulé « Premier amour ». Le concept d'un amour, si on peut appeler cela un concept, on verra, revenait souvent à mes interrogations sur ce texte qui me fascinait par cette étrange façon d'articuler un premier amour sans amour. Lors d'une discussion avec mon directeur de mémoire, Thierry Kaplan, ici présent, j'ai appris qu'une autre de ses étudiantes étudiait une question semblable à propos de l'amour, mais que cette dernière parlait de son côté d'un concept nommé « en amour », plus particulièrement de l'en amour chez Colette. Pour ajouter à cette surprenante situation, je me rendis compte que je connaissais bien cette personne, Aurélie, mais nous n'avions jamais abordé ce sujet ensemble. Ainsi, d'abord indirectement, nos deux sujets de mémoire entrèrent en dialogue. Par la suite, nous avons pris le temps de discuter plus directement la question. Nous avons constaté que ces deux manières de s'interroger sur l'amour révélaient en fait une articulation essentielle du discours amoureux lui-même
et de son déploiement dans le littéraire. Mais était-ce vraiment notre sujet? Nous nous le demandions. Est-ce qu'il s'agissait bien de l'amour comme thème, comme objet, comme sujet d'étude, ou est-ce que nous ne voulions pas plutôt discourir d'autres choses, mais avec amour, par amour, avec le discours amoureux? Parler de l'impossibilité de sortir de l'amour, que le langage ne nous le permettrait pas. Je me permets ici de citer un petit fragment, un moyen fragment, des fragments d'un discours amoureux de Barthes, dont le propos cerne bien, à mon avis, notre perspective sur ces questions. Ce fragment apparaît à la lettre C de cet abécédaire sous la rubrique « Comprendre ». Je cite « Qu'est-ce que je pense de l'amour? En somme, je n'en pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais étant dedans, je le vois en existence et non en essence. Ce dont je veux connaître l'amour est la matière même que j'use pour parler le discours amoureux. La réflexion m'est certes permise, mais comme cette réflexion est aussitôt prise dans le ressassement des images, elle ne tourne jamais en réflectivité. Exclue de la logique qui suppose des langages extérieurs les uns aux autres, je ne peux prétendre bien penser. Ou si j'aurais beau discourir sur l'amour à longueur d'année, je ne pourrais espérer en attraper le concept que par la queue, par des flashs, des formules, des surprises d'expression, dispersées à travers le grand ruissellement de l'imaginaire. Je suis dans le mauvais lieu de l'amour, qui est son lieu éblouissant. Le lieu le plus sombre, dit un proverbe chinois, est toujours sous la lampe. Et il est vrai, je termine de citer, et il est vrai qu'assis à notre table d'études, à regarder sous notre lampe l'amour et les textes où il se manifeste, nous pouvons que trop peu tenir un propos amoureux sur l'amour. En outre, c'est à partir de cette sorte de constat d'impossibilité, impossibilité de penser l'amour là où il est présent, que ces figures amoureuses deviennent encore plus visibles et apparentes, encore plus nécessaires, pourrais-je dire. En fait, le saut impossible de l'anamour à l'en-amour paraît après tout assez petit ou peut-être même inexistant. Car nous sommes toujours d'ores et déjà dans l'amour, plus que l'amour se trouve en nous, y surgit et se retire. C'est ici qu'intervient la figuration pour donner du relief au paysage. Elle nous permet malgré tout de s'exprimer. L'amour s'exprime en figure. Que ce soit l'en-amour ou l'anamour, qui sont deux termes extrêmement près, finalement, à une lettre de différence et un trait d'union près, deux choses peuvent être envisagées et ont orienté nos réflexions. D'abord, qu'il faut toujours des figures pour s'exprimer, surtout en matière d'amour. Ensuite, que cette puissance figurative de l'amour lui-même est plus spécifiquement une puissance à produire et irradier des figures, de toutes sortes, se manifestant entre autres par leur aspect pharmacone, le terme grec, aspect bien connu dans son rapport à l'amour. Cette pharmacologie de l'amour, ce remède empoisonné ou ce poison guérisseur, a maintes fois été utilisé par le passé. Pensons comme exemple de figure classique au filtre de Tristan et Isolde ou au poison dans Roméo et Juliette. Notre intérêt, toutefois, en tant que tentative, est de poser un pas de plus en arrière, de s'interroger sur ce présupposé amoureux, sur cette puissance figurative, puissance liée à la production incessante de figures amoureuses, salvatrices ou destructrices, mais plus précisément encore d'amoureuses figures. En effet, l'ordre des mots du titre du colloque n'est peut-être pas complètement innocent. Du moins, nous avons cherché à, disons-le ainsi, mêler les cartes et les figures. Car on peut se poser la question, pourquoi pas figure amoureuse plutôt qu'amoureuse figure? Et pourquoi ce sous-titre, la figuration amoureuse ou l'en-amour comme figure? Ou encore, pourquoi, suite à la lecture des différentes propositions des conférenciers et des conférencières d'aujourd'hui, avoir choisi les titres de section suivants? L'amour écrivant, l'amour transformant, l'amour violent, l'amour dévorant. Placer l'adjectif amoureuse ou le substantif amour au premier abord, en premier, nous semblait plus juste, plus véridique, car le sens du syntagme, un peu comme dans la langue allemande d'ailleurs, arrivait à la toute fin. Qu'est-ce qu'une amoureuse figure dans son contraste avec une figure amoureuse? Qu'est-ce qu'indique ce revirement? Pour nous,
il s'agit littéralement d'une personnification de la figure amoureuse. Dans l'amour et par l'amour. Autrement dit, on peut se poser la question, qu'est-ce qui, ou plus encore, qui est-ce qui est amoureux, amoureuse dans cette histoire de figures? D'une part, les figures sont souvent amoureuses entre elles, ce qui donne cet effet pharmacone dont je parlais à l'instant, une sorte d'homéopathie affective. Mais toujours l'élément actif de la solution chimique demeure dans l'amour, y existe et y évolue. C'est en ce sens que nous parlions dans l'appel à contribution du personnage conceptuel. C'est en amour, la personnification de l'amour en une figure en train d'aimer, dans le processus même de l'amour, est bien décrite ici par l'affirmation de Deleuze et Guattari. Ils avancent ceci que le personnage conceptuel n'a rien à voir avec une personnification abstraite, un symbole ou une allégorie. Il vit et il insiste. J'ajoute moi-même, dans le cas qui nous occupe, que cette insistance et cette vivacité se manifestent d'autre part par le fait que l'amour est lui-même amoureux des figures. La figuration est peut-être la manifestation la plus immédiate de l'amour. La figuration pointe, à tout le moins clairement en fait, vers l'aspect relationnel de l'amour. Dans cette perspective, il ne s'agit pas d'aimer quelque chose ou quelqu'un en fixant et en assignant à l'objet au sujet une position stable et circonscrite, mais bien d'aimer la relation elle-même à travers tout le dynamisme et la mouvance qu'elle comporte et porte avec elle. Je me réfère entre autres à Martin Buber en m'exprimant ici. Je le cite de son ouvrage Ishundu, je tue. Pour celui qui habite dans l'amour, qui contemple dans l'amour les hommes, excusez-moi. Pour celui qui habite dans l'amour, qui contemple dans l'amour, les hommes s'affranchissent de tout ce qui les mêle à la confusion universelle. Bons et méchants, sages et fous, beaux et laids, tous l'un après l'autre deviennent réels à ses yeux, deviennent des tus, c'est-à-dire des êtres affranchis, détachés, uniques. Il les voit chacun face à face. Cette vérité de la relation entre humains, qui font singulièrement face à l'autre, l'un à l'autre, et qui s'adressent l'un l'autre le tu de la relation dont parle Buber, cette vérité pourrait être métaphoriquement envisagée dans notre relation aux figures. En fait, me semble-t-il, l'une des exigences de la figure est qu'elle nécessite une lecture, et que cette lecture se vit en face à face avec la figure. Je vais donc proposer pour conclure, pour pas trop m'allonger, une lecture de la toile qui a servi à illustrer notre colloque, pour faire face à cette figure. Cette toile s'intitule simplement « Chat et oiseaux » et elle est de Paul Klee. En gardant à l'esprit ce que je viens de dire, on peut en la regardant y voir au moins 4 figures, amoureuses figures à mon avis. La première serait le nez du chat en forme de cœur. On pourrait y voir le centre, ce cœur du tableau à partir duquel toutes les autres figures prennent forme, à partir de ce symbole et de ce cliché de l'amour, la forme symétrique et bidimensionnelle d'un cœur. La deuxième figure serait le visage du chat, qui nous regarde avec une certaine intensité, assez intensément en fait. La troisième figure serait l'oiseau mystérieusement peint sur son front, enveloppé de la même lueur rosée que le cœur du nez, la gueule du chat. Enfin, la quatrième figure serait la toile elle-même, cadrant ces trois autres figures et les regroupant. On constate, avec la description que je viens de proposer, que j'accorde un sens très vaste au terme figure. Cependant, ce que je veux figurer ici, ce que je veux exprimer par cette lecture de la toile, c'est la relation entre les figures et nous. Pourquoi cette figure du chat au front d'oiseau nous est apparue comme une représentation adéquate, excusez-moi, adéquate du sujet de notre colloque? Cela nécessiterait un peu trop de temps à être développé en détail, mais ce que nous pouvons en dire en guise d'ouverture de ce colloque, c'est que l'étrange relation entre le chat et l'oiseau, habituellement entendue comme une relation entre un prédateur qui dévore une proie qui se fait dévorer, semble ici s'articuler autrement. La proie est gravée amoureusement au front du prédateur. Nous pourrions par ailleurs envisager que le chat, et par extension l'amour, nous regarde de face, droit dans les yeux, et s'adresse à nous. Bien entendu, je pourrais continuer indéfiniment à filer différentes interprétations
de cette toile. Mais mon désir ici est d'envisager plutôt cette peinture de Paul Klee comme une figure capable de contenir nos figurations, nos réflexions, excusez-moi. Peut-être un peu comme l'ange de l'histoire de Benjamin ou les Ménines pour Foucault, dans Les mots et les choses. Ainsi, avant de laisser la place aux différents et différentes conférenciers et conférencières qui exposeront chacun et chacune à leur manière, j'en suis convaincu, toute la richesse et la puissance figurative de l'amour, je termine avec la lecture d'une rencontre entre Martin Buber et son chat domestique. Je cite: « Je regarde parfois ma chatte au fond des yeux. L'animal domestique ne tient pas seulement de nous, comme nous l'imaginons parfois, le don du regard vraiment parlant. Il a acquis au prix de son ingénuité élémentaire la faculté de nous adresser ce regard à nous qui ne sommes plus des animaux. Mais de ce fait, il a pris à son horreur dès ses débuts, je ne sais quel air d'étonnement et d'interrogation qui manque à l'animal sauvage, malgré toute son appréhension réelle. Il est incontestable que le regard de cette chatte, allumé au contact du mien, me demandait d'abord, et il cite ce que sa chatte pourrait lui penser, « Est-il possible que tu t'adresses à moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce vraiment autre chose que de t'amuser par quelques farces? Est-il vrai que tu t'intéresses à moi? Est-ce que j'existe pour toi? Est-ce que j'existe? Qu'est-ce que cela qui flotte autour de toi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce donc que cela? » Le regard de l'animal, cette expression de l'inquiétude, c'était tout grand ouvert, puis il s'éteignit. Mon regard insista encore, mais ce n'était plus le rayonnant regard humain. L'axe du monde avait tourné. Donc, voilà, je ne propose pas de compréhension de cet excès, mais je conclurai juste en disant que je pense qu'il y a quelque chose dans la figuration amoureuse qui permet justement peut-être de faire tourner l'axe du monde, qui sait. Puis je laisserai sinon la parole à Nathan Teboquel de l'Université Western Ontario.